7 jours, 7 livres. Aujourd'hui, le 5. Et comme on est dimanche, un petit bonus, Ambrose Bierce. Alors, Ambrose Bierce, vous savez, auteur américain avec influence directe dans le fantastique, comme Don Seyni sur H.P. Lovecraft, lien presque direct à Lovecraft parce que son meilleur ami Samuel Loveman de Cleveland avait lui-même correspondu avec Bierce et publié sa correspondance avec Bierce. Et en même temps, un peu comme Lovecraft d'ailleurs, une sorte d'écrivain pas ignoré, mais ni maudit, mais constamment rabaissé. Par exemple, ça va être la 4e vidéo que je fais sur Ambrose Bierce sur cette chaîne. Je vous mets en bas les liens vers les autres. La première, c'est dans ce recueil, j'ai mis un ensemble de récits, indépendants d'ailleurs, qui s'appelle Le Club des Parenticides. Et vous savez de quoi ça parle ? Eh ben, de parenticides, dont un qui s'appelle L'huile de chien, un petit peu mon préféré. La deuxième, j'avais pris dans la fin de ce recueil, Histoire de fantômes, un ensemble qui s'appelle Disparition non élucidée. Et là, pour moi, c'est un petit peu le summum du fantastique de Bierce. Quelqu'un marche sur une route de campagne, il y a des gens là, des gens là, des gens là, tout le monde le voit, et puis, sauf un enfant qui, à ce moment-là, s'est retourné vers lui, il n'est plus sur la route. Eh bien, des récits de disparition non élucidés, il en aligne 4. J'en ai enregistré un. Une 3e vidéo qui est déjà en ligne, eh bien, à San Francisco, il y a une rue, Ambrose Bierce. Elle est en plein downtown, dans l'endroit le plus resserré, le plus historique. Ben, vous savez, la rue Ambrose Bierce, c'est comme la rue Baudelaire à Paris, ça lui fait pas grand honneur. Allez la visiter avec la vidéo. Pourquoi cette condition ? Eh bien, d'abord, il n'est pas de New York. La côte Est, les capitales, Washington, Philadelphie, New York, la proximité de l'Europe. Le New York Times, c'est son supplément du dimanche qui fait une pleine page sur Anatole France à l'Académie française et un livre qui s'appelle Les pantoufles d'Anatole France ou Les grands poètes en cours, Ezra Pound. Ouais, mais lui, d'abord, il est de la côte Ouest. Il est à San Francisco. Ah, c'est que des sauvages. Et puis en plus, ce mec, il fait du reportage. Il raconte ce qu'il voit. Alors plus tard, oui, même nous en France, on se bagarre. Mais cette tradition d'arrêter la hiérarchie d'une littérature noble, et puis de l'autre côté, une littérature d'enquête, de fait, alors évidemment, notre dette, c'est aussi là, aux Américains. In a Cold Blood, de Truman Capote, bien, ça a basculé, mais c'est longtemps après Bierce. Lui, non. Êtes-vous un écrivain, monsieur, ou un journaliste ? Et puis, il y a autre chose. Cette fois, dans le non-dit, dans ce 2e tiers du 19e siècle, la guerre civile, nordiste, sudiste, nous, ces massacres de la guerre 14-18, les Français, les Allemands, il y a quelque chose d'un petit peu pareil. Alors, bien sûr, les esclavagistes ont perdu. Black Lives Matter, c'est encore aujourd'hui. Mais la mauvaise conscience, les tripatouillages, cette émergence aussi de la puissance des États-Unis, quand vous visitez le musée des chemins de fer à Baltimore, vous comprenez comment ça a été gagné, la guerre. Eh bien lui, d'une part, il a les 2 pieds dedans dans cette guerre, et il raconte, et on n'aime pas forcément ça. Mais d'autre part, même nous aujourd'hui, Irak, Afghanistan, Mali, les traumatismes, même Algérie, encore, les traumatismes de ceux qui ont accompli la violence, est-ce qu'on sait les soigner ? Ben, c'est un problème. Et lui, quand il écrit des histoires de fantômes, les exécutions sauvages, les apparitions, bien, il est déjà dans ce traumatisme, dans ce non-dit. Tout ce qu'on a enterré avec les corps,
ça flotte au-dessus de la surface de la Terre. C'est pour ça qu'ils viennent, les fantômes. Et c'est ce qui fait la différence essentielle d'Ambrose Bierce avec nos histoires de fantômes issues du romantisme. Alors c'est un livre qui est très structuré, mine de rien. La première partie s'appelle « À la rencontre des fantômes ». Une pendaison, un salut glacial, message sans fil, une arrestation, 4 récits. C'est de la foutaise, les fantômes. C'est de la littérature pour vous faire croire à des fables, les fantômes. Bon, eh ben moi je vous raconte ça. Et maintenant, décidez. Tiens, hommage Feldup, si tu passes par là. Félix. Un autre chapitre ensuite, Soldat. Les titres, L'homme aux 2 vies, 3 et 1 font 1, Une embuscade déjouée, 2 exécutions militaires. Et là on y est, les pieds dans le sang, avec ces cadavres. Ouais, c'est des cadavres, ils sont morts. Simplement, quelquefois, ils se mettent sur la route, devant vous. 3e partie, Maison hantée. Et là, il y a 7 récits. C'est le plus gros corps du livre, c'est-à-dire le fantôme et le lieu. Le lieu produit le fantôme. Ou le fantôme ne peut apparaître que par le lieu. C'est dans ce chapitre que sur les 7, je vais vous en lire 3. Et pour que ce soit plus simple, je vous mets aussi des liens d'accès direct là, juste dans la barre d'infos. Vous pouvez y revenir, les écouter séparément. Ensuite, ce chapitre sur les disparitions non élucidées. Alors on part dans les maisons hantées. Je vais commencer par la 2e. Elle s'appelle « Une mission pour rien ». Et comme par hasard, le narrateur est un journaliste, Henry Saylor, qui a été tué à Covington lors d'une querelle avec Antonio Finch, était reporter au Cincinnati Commercial. Dans l'année 1859, une maison vide dans Vine Street à Cincinnati devint le centre de l'intérêt local à cause des étranges sons et apparitions qu'on disait y observer la nuit. Selon le témoignage de plusieurs habitants de bonne réputation du voisinage, c'était incompatible avec toute hypothèse autre que celle d'une maison hantée. Des silhouettes avec quelque chose de singulièrement inhabituel parmi eux furent aperçues par les passants de la rue. Personne n'aurait pu dire comment elles traversaient cette étendue herbeuse devant la maison lorsqu'elles en rejoignaient la porte d'entrée, ni exactement à quel point elles s'évanouissaient ou repartaient. Et tandis que la plupart des spectateurs confirmaient ces faits, jamais 2 pour s'accorder. Ils étaient très similaires dans les variantes de leur description de ces apparitions elles-mêmes. Quelques-uns des plus intrépides parmi la multitude curieuse firent le projet de rester sur le seuil de la maison plusieurs soirs pour les intercepter ou, s'ils n'y parvenaient pas, au moins les examiner de plus près. Ces hommes courageux, dit-on, furent incapables de la porter même avec leurs forces réunies, et chaque fois furent repoussés du perron par une sorte de puissance invisible, et quelques-uns sévèrement blessés. Immédiatement après cela, la porte s'ouvrit, apparemment de son seul vouloir, pour laisser entrer ou sortir quelques invités fantômes. On connaissait l'habitation sous le nom de Maison Roscoe, une famille de ce nom qui avait vécu plusieurs années avant qu'ensuite ils disparaissent un par un, la dernière à partir ayant été une vieille femme. Des rumeurs remplies d'histoires idiotes et de meurtres successifs avaient toujours sévi, mais aucune n'avait pu être authentifiée. Un matin, dans la période culminante de l'excitation, Saylor arriva au bureau du Commercial pour prendre ses ordres. Il trouva une note de son chef, éditeur pour la rubrique de la ville, où il lut ceci: « Va passer la nuit seul dans la maison hantée de Vine Street, et si quoi que ce soit se passe pendant ce temps, fais 2 colonnes. » Saylor obéit à son supérieur. Il ne pouvait risquer de perdre son poste au journal. Ayant prévenu la police de ses intentions, il réussit à entrer par une fenêtre de l'arrière avant que la nuit soit tombée, explora les pièces désertes, sans plus aucun meuble,
poussiéreuse et désolée, puis vint s'asseoir dans le vestibule sur un vieux canapé qu'il avait tiré lui-même depuis une autre pièce, contempla l'obscurité grandissante tandis que la nuit venait. Avant qu'il fasse totalement nuit, la foule des curieux s'était amassée dans la rue, impatiente, avec pour règle d'être silencieuse malgré quelques railleurs, braillant leur incrédulité et leur courage avec des remarques méprisantes et des sarcasmes dédaigneux. Personne n'avait eu connaissance de l'anxieux veilleur à l'intérieur. Il craignait d'allumer la lumière. Les fenêtres sans rideaux eurent révélé sa présence, le rendant sujet aux insultes, ou même qu'ils s'en prennent à lui. D'autre part, il était trop consciencieux pour entreprendre quoi que ce soit qui affaiblirait ses impressions, et souhaitant ne rien altérer des conditions ordinaires dans lesquelles on disait que se produisaient ces manifestations. Il faisait maintenant nuit dehors, mais la lumière de la rue illuminait faiblement une partie de la pièce où il était. Il avait laissé ouvertes les portes à l'intérieur de toute la maison, à l'étage comme au rez-de-chaussée, mais celles donnant sur l'extérieur étaient fermées et surveillées, verrouillées. De soudaines exclamations de la foule le firent se précipiter vers la fenêtre et regarder au dehors. Il vit la silhouette d'un homme se déplacer rapidement à travers la bande herbeuse qui était devant la maison. Il le vit monter les marches, et puis un renfoncement du mur le lui dissimula. Il entendit qu'on ouvrait, puis refermait, la porte du vestibule. Il entendit un pas lourd et rapide dans le couloir, l'entendit monter l'escalier, l'entendit à nouveau sur le plancher nu de la chambre immédiatement au-dessus de sa tête. Saylor sortit promptement son pistolet, et maintenant, montant lui aussi l'escalier, entra dans la chambre, toujours grâce à cette faible lumière de la rue. Il n'y avait personne. C'était obscur et silencieux. Il se cogna le pied contre quelque chose qui reposait sur le sol, s'agenouilla auprès, passa sa main dessus. C'était une tête humaine, celle d'une femme. La soulevant par les cheveux, cet homme au nerf d'acier revint à la pièce du bas, mieux éclairée, l'approcha de la fenêtre et la scruta attentivement. Tandis qu'il procédait à cet examen, à peine s'il fut conscient de l'ouverture et de la fermeture rapide de la porte extérieure, de bruits de pas qui résonnaient autour de lui. Il releva les yeux de leur dégoûtant examen et se vit entouré par un groupe d'hommes et de femmes qui le distinguaient à peine. Ils encombraient maintenant toute la pièce. Il pensa que ceux du dehors étaient entrés. « Mesdames et messieurs, s'écria-t-il gentiment, vous me découvrez en de bien suspectes circonstances, mais... » Sa voix se noya dans des éclats de rire, comme les rires qu'on entend dans les asiles de fous. Ces gens tout autour de lui montraient la tête du doigt, et leur hilarité grandit encore quand il la lâcha et qu'elle vint leur rouler dans les pieds. Ils se mirent à danser autour, avec des gestes grotesques, des attitudes obscènes, indescriptibles. Ils lui donnaient des coups de pied, l'envoyant d'un bout à l'autre de la pièce ou contre les murs. Cela passait et renvoyait l'un à l'autre dans leur lutte pour la relancer. Et ils juraient et criaient et chantaient des refrains obscènes, tandis que la tête battue rebondissait d'un coin à l'autre de la pièce comme emplie de terreur et cherchant à leur échapper. À la fin, on la lança par la porte, et elle se retrouva dans le vestibule, où tous la suivirent dans une hâte tumultueuse. À ce moment, la porte se referma dans un sourd fracas. Saylor était seul, dans un silence mortel. Rangeant précautionneusement son pistolet, que tout ce temps il avait tenu à la main, il s'approcha de la fenêtre et regarda au dehors. La rue était silencieuse et déserte. Les réverbères étaient éteints. Les toits et les cheminées des maisons voisines se dessinaient nettement dans la lumière de l'aurore qui levait à l'est. Il quitta la maison, la porte s'ouvrant souplement sous sa main, et rejoignit les bureaux du commercial. Le chef de la rubrique de la ville était encore à sa table.
endormi. Saylor le réveilla et lui annonça « Je suis allé à la maison hantée !» Le chef le regardait, ébahi, comme pas encore réveillé. « Nom de Dieu !» s'écria-t-il. « C'est toi, Saylor ?»« J'ai passé la nuit là-bas, semble-t-il, » dit Saylor. « On m'a dit que la nuit avait été inhabituellement calme là-bas, » dit le chef, jouant sans y penser avec le pèse-lettres qu'il avait sous les yeux. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?»« Rien. »« Rien de rien. » Première histoire. C'est un crève-cœur, j'aimerais les lire toutes. Veille chez le vieil Eckert ou la maison aux apparitions. Allez, la maison aux apparitions. Sur la route qui part de Manchester vers Boonville, à 30 km au nord, dans l'est du Kentucky, on trouvait vers 1862 sur une plantation une maison de bois d'une apparence bien supérieure à la plupart des autres établissements de la région. La maison fut détruite par le feu l'année suivante, probablement par quelques traînards de la colonne en retraite du général George W. Morton quand il fut déplacé de Cumberland Gap jusqu'à la rivière Ohio par le général Kirby Smith. Au moment de sa destruction, elle était abandonnée depuis 4 ou 5 ans. Les champs tout autour étaient mangés de ronces, les haies tombées, même les baraques des nègres et les autres bâtiments tombaient partiellement en ruine à force de négligence et de pillage. Parce que les nègres et les pauvres blancs du voisinage avaient trouvé dans les bâtiments et les champs clôturés du combustible à foison, et ils y puisaient sans hésitation de jour et ouvertement. Mais à la lumière du jour seulement. La nuit tombée, aucun être humain. Or, quelque étranger de passage ne se serait approché du lieu. On la nommait la maison aux apparitions, qu'elle était occupée par des esprits diaboliques, visibles, audibles et actifs. Personne n'en doutait dans toute la région, pas plus qu'on ne doutait de ce que vous apprenait le prêcheur itinérant des dimanches. De l'opinion de ses propriétaires sur l'affaire, on ne savait rien. Lui et sa famille avaient disparu une nuit et on n'en avait jamais retrouvé aucune trace. Ils avaient tout laissé, les réserves, les conserves, les habits, les provisions, les chevaux dans les tables, les vaches dans les champs, les nègres dans leurs baraques. Tout comme c'était, rien ne manquait, sinon un homme, une femme, 3 filles, un adolescent et un bébé. Il n'était donc pas surprenant qu'une plantation où on avait pu effacer simultanément 7 êtres humains et personne, pour rien comprendre, soit plutôt suspecte. Une nuit de juin 1859, 2 citoyens de Frankfort, le colonel John C. McArdle, un avocat, et le juge Myron Wade de la milice d'État, arrivaient de Boonville à Manchester. Leur affaire était si importante qu'ils décidèrent de foncer, malgré l'obscurité et les grondements d'une tempête approchante qui fondit sur eux juste comme ils arrivaient au niveau de la maison des revenants. Il y avait tant d'éclairs qu'il leur fut facile de se frayer chemin vers l'allée, puis vers une remise où ils attachèrent et désharnachèrent leur carriole. Puis, sous la pluie battante, ils coururent jusqu'à la maison et frappèrent à la porte sans obtenir nulle réponse. Pensant que c'était à cause du grondement continu de l'orage, ils poussèrent une des portes qui s'entr'ouvrit. Ils entrèrent sans autre cérémonie, refermèrent la porte. À cet instant, il n'y eut plus qu'obscurité et silence. Pas un ray de lumière qui proviennent des éclairs incessants ne pénétrait les fenêtres fissures ou lézardes. Pas un murmure de l'affreux tumulte qui les avait poussés jusqu'ici. Ce fut comme s'ils étaient soudain devenus aveugles et sourds. Et McArdle dit après coup que, pendant un instant, il avait cru avoir été frappé lui-même par la foudre alors qu'il avait franchi le seuil. Et c'est lui qui relatera le reste de l'aventure avec ces mots, tels qu'il le fit dans le Frankfort Advocate du 6 août 1876. Quand j'eus à peu près repris mes esprits,
Depuis l'effet surprenant de cette transition du vacarme au silence, mon premier réflexe fut de réouvrir la porte que j'avais refermée, et de la poignée de laquelle je n'avais pas conscience d'avoir enlevé ma main. Je la sentais distinctement, serrée dans les phalanges de mes doigts. Mon idée était même de retourner de la tempête dont nous étions désormais privés de la vue et du bruit. Je tournai la poignée, tirai la porte à moi. Elle conduisait à une autre pièce. Une lumière faible et verdâtre diffusait depuis cet appartement sans que je puisse en déterminer la source, rendant chaque chose distinctement visible, même si rien n'y était vraiment défini. Tout, j'ai dit, mais à la vérité, les seuls objets à l'intérieur des murs de pierre nus de cette pièce étaient des corps humains. Leur nombre était peut-être de 8 ou 10. On doit bien comprendre que je ne les ai pas vraiment comptés. Ils étaient de différents âges, ou plutôt de taille, y compris des enfants, et des deux sexes. Tous étaient prostrés sur le sol, l'un excepté apparemment une jeune femme qui, elle, était assise, le dos appuyé contre l'angle d'un mur. Un bébé s'agrippait au bras d'une autre femme plus âgée. Un gamin pas encore grandi reposait visage contre terre en travers des jambes d'un homme avec une longue barbe. Un ou deux étaient presque nus, et la main d'une jeune femme tenait encore le fragment d'une chemise qu'elle avait déchirée sur sa poitrine. Les corps étaient dans différents états de décomposition. Les visages et expressions avaient le plus souffert. Certains n'étaient presque plus que des squelettes. Tandis que je restais paralysé d'horreur par ce spectacle dégoûtant, tenant encore la porte ouverte, mon attention fut divertie de la scène choquante comme par quelque perversité inavouable, comme de ne s'occuper que des vêtilles et de détails. Peut-être seulement par un instinct de préservation de l'esprit, cherchant à reprendre confiance dans des éléments qui le déchargeraient de sa dangereuse tension. Parmi différentes choses, j'observais ainsi que la porte que je retenais ouverte était faite de lourdes plaques d'acier rivetées. À égale distance l'une de l'autre, et du haut et du bas, 3 fortes traverses protubérantes sur les peines en biseau. Quand je tournais la poignée, il se rétractait à ras du bord. Si je la relâchais, il ressortait. C'était une serrure à ressort. À l'intérieur, il n'y avait ni poignée, ni aucune sorte de prise, rien qu'une surface d'acier lisse. Tandis que je remarquais ces détails avec un intérêt et une attention qui maintenant m'étonnent quand je m'en souviens, je fus soudain projeté de côté, et le juge Veig, que dans l'intensité et les vicissitudes de mes sensations j'avais complètement oublié, me poussa, entra dans la place. Pour l'amour de Dieu, je criai, n'entrez pas, sortons de cet enfer tout de suite. Il ne tint aucun compte de mon avertissement, mais aussi dépourvu de crainte que tout gentleman du Sud, se précipita d'un coup jusqu'au centre de la pièce, s'agenouilla près d'un des corps pour un examen plus détaillé et en souleva avec une tendre délicatesse la tête noire et flétrie dans ses mains. Une forte et désagréable odeur souffla jusqu'à la porte, me mettant dans un état de quasi-évanouissement. Mes sens m'abandonnèrent. Je me sentis tomber et, m'accrochant au bord de la porte, la refermai avec un claquement aigu. Je ne me souviens de rien d'autre. 6 semaines plus tard, je recouvris la raison dans un hôtel à Manchester, où j'avais été transporté par des voyageurs le jour suivant. Pendant toutes ces semaines, j'avais été pris d'une fièvre nerveuse se traduisant par un délire permanent. On m'avait trouvé étendu sur la route, à plusieurs kilomètres de la maison. Mais comment je m'en étais échappé ? Jamais je ne le sus. Dès ma guérison, aussitôt que les médecins me permirent de parler, je m'enquis de ce qui était arrivé au juge Veig. Ils me répondirent, pour me rassurer, je le sais maintenant qu'il était chez lui, sain et sauf. Personne, pour croire un mot de mon histoire, et pourrait en être surpris, et qui, pour imaginer ma peine quand, revenant enfin chez moi à Francfort 2 mois plus tard,
j'appris qu'on n'avait plus jamais entendu parler du juge Weig depuis cette nuit. Je regrettais alors amèrement l'orgueil qui, passé les tout premiers jours de ma guérison, m'avait interdit de répéter une histoire qui me discréditait et d'insister sur la vérité. Quand tout cela se fit, après coup, l'enquête sur la maison, l'impossibilité d'y trouver une quelconque pièce correspondant à celle que j'avais décrite, les tentatives de me faire interner pour folie et mon triomphe sur mes accusés, les lecteurs de l'Advocate sont au courant. Après toutes ces années, j'ai encore confiance dans l'idée que les fouilles dont je n'ai jamais obtenu permission légale ni la santé de les entreprendre parviendraient à mettre à jour le secret de la disparition de mon malheureux ami et peut-être des précédents occupants et propriétaires de la maison déserte, maintenant détruite. Je ne désespère pas d'entreprendre un jour une telle recherche, et c'est une source de peine immense qu'elle ait été autant retardée par une hostilité imméritée, une incrédulité irresponsable de la famille et des amis du défunt juge Weig. Le colonel McArdle est mort à Francfort le 13 décembre de l'année 1879. Fin de la deuxième histoire. Troisième maison hantée, ce récit s'appelle « Les autres locataires ». Si vous voulez prendre ce train, dit le colonel Levering, assis dans le salon du Waldorf Astoria, vous aurez à passer la nuit précédente à Atlanta. C'est une ville agréable, mais je ne vous recommande pas de vous installer à la Breathitt House, un de leurs principaux hôtels. C'est une vieille bâtisse en bois qui aurait bien besoin de réparation. Il y a des brèches dans les murs à y faire passer un chat. Les chambres n'ont pas de verrou aux portes, pas de meubles, sinon une chaise chacune et des lits avec des couvertures sans drap, rien que le matelas. Et même une si mesquine accommodation, vous ne serez pas sûr d'en avoir le monopole. Vous courez le risque d'avoir à le partager avec quelques autres. Monsieur, c'est vraiment un hôtel abominable. La nuit que j'y ai passée fut une détestable nuit. J'étais arrivé tard. Un gardien de nuit obséquieux, équipé d'une mince chandelle qu'il m'abandonna avec commisération, me désigna ma chambre depuis son guichet du rez-de-chaussée. J'étais exténué par 2 jours et une nuit de chemin de fer. J'étais encore convalescent d'une blessure à la tête, coup de feu reçu dans une échauffourée. Plutôt que d'aller chercher mieux, je m'allongeai sur le matelas sans me déshabiller et m'endormis. Je me réveillai vers le matin. La lune s'était levée et brillait par la fenêtre sans rideau, illuminant la pièce d'une lumière faible et bleutée, avec quelque chose d'un peu sinistre, même si je n'oserais pas dire qu'elle fût pourtant singulière. Tout paraît ainsi à la lumière de la lune si vous y pensez. Imaginez ma surprise et mon indignation quand je découvris le plancher occupé au moins par une 12aine d'autres locataires. Je m'assis, insultant copieusement la direction de cet hôtel incroyable, et était sur le point de sauter du lit pour aller faire du grabuge auprès du gardien de nuit, celui aux manières obséquieuses et à la chandelle trop mince, quand quelque chose de la situation provoqua chez moi une étrange impossibilité à bouger. Je suppose que c'est ce qu'un auteur de bas étage appellerait « glacé de terreur », parce qu'à l'évidence, ces hommes étaient tous morts. Ils reposaient sur leur dos, placés en ordre le long des 3 côtés de la pièce, leurs pieds contre le mur, et contre l'autre mur, le plus éloigné de la porte, il y avait mon lit et ma chaise. Tout leur visage était recouvert, mais sous le tissu blanc qui les recouvrait, les 2 corps qui étaient dans le carré que dessinait le reflet de la lune sous la fenêtre montraient le profil aigu du nez et du menton. Je pensais que c'était un mauvais rêve,
et tentais de crier, comme on fait dans un cauchemar, mais ne pus émettre aucun son. Enfin, d'un effort désespéré, je posai mes pieds sur le plancher et passant entre les deux rangées de visages invisibles et les deux corps les plus près de la porte, je m'échappai de ce lieu d'enfer et dégringolai jusqu'à l'entrée. Le gardien était là, assis derrière son guichet, dans la lueur mesquine d'une chandelle identique, juste assis à regarder. Il ne se leva même pas, mon entrée abrupte n'eut aucun effet sur lui, même si je devais ressembler moi-même à un de ces cadavres. Il m'apparut soudain que je n'avais pas vraiment observé qui il était à mon arrivée. C'était un type plutôt petit, avec un visage sans couleur et les yeux les plus blancs et mornes que j'ai jamais vus. Et pas plus d'expression que le dos de ma main. Il était habillé d'un costume gris sale. « Espèce d'imbécile !» je criais. « Vous jouez à quoi ?» Et en disant ça, je tremblais comme une feuille d'arbre dans le vent et ne reconnus pas ma propre voix. Le gardien de nuit s'était levé, s'était incliné obséquieusement, et non, il avait disparu, et au même moment, je sentis une main se poser sur mon épaule, derrière moi. Imaginez ça, si vous pouvez. Effrayé comme on ne saurait le dire, je me retournai et vis un homme avenant, corpulent, qui me demanda « Il se passe quoi, camarade ?» Je ne fus pas long à le lui raconter, mais avant même que j'en termine, lui-même était devenu blême. « Dites donc, me dit-il, c'est vraiment ce que vous avez vu ?» Je m'étais repris en main. La terreur avait fait place à de l'indignation. Si vous osez en douter, je vous dis, je vous crève à l'instant. « Non, non, répliqua-t-il, pas besoin d'en venir là, mais asseyez-vous, que je vous raconte. Ici, ce n'est pas un hôtel. Ça l'a été. Et après, c'est devenu un hôpital. Maintenant, c'est inoccupé, en l'attente de propriétaires. La pièce dont vous parlez servait de morgue. Elle était toujours remplie de morts. Le personnage que vous appelez le gardien de nuit l'était effectivement, et c'est lui qui répartissait les patients qu'on lui amenait. Je ne comprends pas comment il pouvait être là. Il est mort, il y a quelques semaines. « Et vous, qui êtes-vous » éructai-je. « Rien, rien, je surveille les lieux. Je passais juste à l'instant. Quand j'ai vu de la lumière, je suis entré pour voir. »« Montons jusqu'à cette pièce, dit-il, attrapant la chandelle mourante sur le guichet. « Je vous reverrai plutôt aux enfers, dis-je, et je m'échappais dans la rue. Je vous le dis, monsieur, cette Breathitt House à Atlanta est un lieu infect. Ne vous y arrêtez pas. Dieu me pardonne. Votre récit ne suggère certainement pas le confort, mais juste comme cela, mon colonel. Quand donc cela se produisit ? Septembre 1864, peu après le siège. » Voilà, c'était 3 histoires d'Ambrose Bierce. Il est impossible que H.P. Lovecraft n'ait pas eu connaissance de ce recueil-là. 1906 par là, un des plus célèbres d'Ambrose Bierce. Et vous voyez comme l'hôtel d'Innsmouth, même avec ce qui est dit sur les yeux, sur les chambres, pourrait presque en venir tout droit. Quant aux livres, je viens de recommander 15. Le temps qu'ils arrivent dans la semaine.